Hello, everyone, and welcome to today's webinar titled Unintended Consequences of COVID-19, Impact on Bonjour tous et toutes. My name is Paul Sajan, and I'll be your moderator for Bienvenue à notre session d'aujourd'hui. Le titre du rapport, ce sera Conséquences involontaires du COVID-19, impact sur les méfaits de la consommation des substances psychoactives. Avant de commencer, nous espérons pouvoir vous apprendre et aussi, s'il vous plaît, dites-le que la session sera postée dans les prochaines semaines. Nous avons des questions de sondage et on m'a dit que peut-être il faut que vous fermiez votre caméra parce que certaines personnes peuvent ne pas voir les questions. Troisièmement, je vais vous communiquer les questions parce que la session, nous avons tout simplement par la traduction simultanée, seulement ce qui est dit. Finalement, je vais faire de mon mieux pour aller chercher des questions. Si vous avez des questions pour nos panélistes, s'il vous plaît, mettez-les dans la boîte. Nous avons des personnels derrière la scène qui vont dédier le temps pour la fin de la session pour les questions. Aujourd'hui, on va interpréter les études qu'on a fait pendant les premières 6 semaines. Il y a plusieurs facteurs pourquoi on a vu les méfaits pendant, surtout pour les changements de soutien social et la capacité et l'habilité d'avoir accès aux suspects. Nous avons 3 panélistes qui vont être avec nous. Mais avant de les introduire, on va poser des questions de sondage d'abord. On va avoir la première question, s'il vous plaît, sur l'écran. I don't see it yet. Je ne vois pas encore la question, mais la question, en fait, la question, c'est quelle fonction exercez-vous dans le système de santé? Sélectionnez la réponse qui correspond le mieux. Analyse de données, analyse de politique, responsable des politiques, clinicien ou décideur dirigeant. We're just going to give it a few seconds. On va donner quelques secondes. La majorité sont des analyses de données suivies par des cliniciens. And I'll go ahead and end the poll. Je vais finir avec le sondage et on va partager les résultats avec Are you able vous. to see it now, Paul? Est-ce que vous pouvez les voir maintenant, Paul? So Paul's screen looks like it's frozen. Ah, on voit l'écran de Paul qui est complètement gelé. We're just going to give it a moment for Paul to join. Are you back with us, Paul? Yes. Êtes-vous avec nous, Paul? Oui, très bien, je suis là, merci. Les autres questions, c'est pas si vous n'avez pas lu le rapport, c'est une bonne opportunité. La prochaine question, s'il vous plaît. Comment les visites aux urgences pour intoxication aux opioïdes ont-elles varié de mars à septembre 2020 par rapport à la même période de 2019? A, une hausse de 16%, B, hausse de 29%, C, hausse de 2% ou D, baisse de 5%. I do feel so we could have the Jeopardy theme song playing, but Nous aurions pu avoir de la musique de Jeopardy. okay, results. So Nous avons les résultats. La moitié de nos répondants disent que ça a augmenté de 29%. 38%, augmentation de 16%. La réponse a augmenté de 16% en fait. Et aussi, il y a une augmentation en septembre, avec un pic en septembre. La troisième question. Et la dernière question du sondage. Comment les visites aux urgences dues à la consommation d'alcool ont-elles varié de mars à septembre 2020 par rapport à la même période 2019? Est-ce que c'est une baisse de 3%, aucun changement, baisse de 11% ou bien augmenté de 3%?
les visites aux urgences dues à la consommation d'alcool. Over half said increased by 3%. Plus de la moitié augmenté de 3%, avec le même pourcentage de 11 à 17% pour les autres. La réponse, les visites aux urgences pour consommation d'alcool ont diminué de 11%. Mais ce n'est pas tout. Dans le cadre de cette baisse, les visites pour des cas non urgents ont chuté de plus de 20%. Dans le même temps, les urgences ont connu une augmentation du nombre de patients plus grave. Le nombre de patients souffrant de dommages liés à l'alcool qui ont dû être admis dans un lit d'hôpital après leur visite aux urgences a augmenté de 10%. Merci à toutes les personnes qui ont répondu, mais je pense que c'est bon. On va faire la rencontre de nos panélistes maintenant. D'abord, je veux présenter Lisha Di Gioacchino. C'est une navigatrice en matière de stigmatisation au sein de la communauté Addiction Peer Support Association, CAPSA, qui se consacre à la réduction de la stigmatisation liée à la consommation de substances et à la promotion des soins accessibles. Lisha a mené des recherches sur la gestion des symptômes de toxicomanie, de prévention et de l'exposition aux drogues avant la naissance dans le cadre de son travail dans le Centre de toxicomanie de santé mentale, le Centre canadien sur les dépendances et l'usage des substances, le Collège royal des médecins et chirurgiens du Canada et plus récemment avec CAPSA. Notre deuxième panéliste est Dr. Matthew Young, qui est un analyste principal de la recherche des politiques au Centre canadien sur les dépendances et l'usage des substances et professeur auxiliaire de recherche en psychologie à l'Université Carleton à Ottawa. Mathieu travaille dans le domaine de la consommation de substances de toxicomanie depuis plus de 20 ans et dirige actuellement les activités de recherche en épidémiologie de la consommation des drogues au CCLAT, qui comprend la coprésidence du comité scientifique chargé de produire des estimations du fardeau économique de la consommation de substances au Canada et du réseau de surveillance sentinelle d'alerte rapide au Canada, le réseau communautaire canadien épidémiologie des toxicomanies. Notre troisième panéliste, c'est Tracy Johnson, directrice de l'analyse du système de la santé. Tracy est chargée de fournir la vision, leadership, stratégie et les relations avec les clients et les intervenants afin de développer des produits analytiques qui répondent aux besoins prioritaires en matière d'information sur la santé de mots pour d'utilisation. Bienvenue. Je vais commencer avec vous, Lisha. Vous avez une vision parce que vous avez l'expérience, expression et aussi comme consommatrice. On a parlé, vous avez dit que vous avez partagé votre histoire. Si vous êtes confortable à nous parler, allez-y s'il vous plaît. Bien sûr, je commence par vous remercier pour l'opportunité de partager et de reconnaître les territoires ancestraux de Anishinaabe. J'ai été invitée à me joindre à ce webinaire parce que je suis capturée dans les données comme une personne qui a été admise pour une toxicité alcoolique, aussi comme une alliée, un membre de la famille qui était hospitalisé. Et j'aimerais toucher ces expériences parce que on a eu accès à plusieurs épisodes de soins à l'hôpital parce que c'est beaucoup plus clair, le prestataire de services, de soins, quand vous n'êtes pas le patient. Pour moi-même, je me rappelle me le réveiller au moment où vous avez posé la question si je peux partir. Je n'ai pas une récollection très bonne de tout l'épisode de soins qu'on m'a fourni, mais j'étais témoin, quelqu'un de cher qui a eu accès aux soins. On avait des symptômes de substances, abus de substances, et on avait accès. Et je parle pas seulement comme une vécu exploité, mais comme une organisation paire dans la communauté. Il y avait des facteurs qui ne sont pas hauts. Et ça, c'est vraiment le soutien ont été perturbés très rapidement. Je veux reconnaître que plusieurs des personnes qui sont des prestataires de services, il y inclut les médecins d'urgence, je veux reconnaître
mon appréciation à la rapidité des prestataires de services ont changé la méthode de prestation de services. Spécifiques formes de soins ont été perturbées complètement. Pour moi, hein, je recevais des soins spécifiques au traumatisme avec le PTS et avec des soins patients dans les groupes, dans le centre de traitement maintenant et auquel j'ai accès jusqu'à aujourd'hui. Quand les soutiens sont perturbés, ça, c'est un défi. En plus, plein de choses qui se sont virtuelles, les réunions entre pairs. Et au milieu de tout ça, il y a les préoccupations économiques chez nous. Il y avait des changements pour les emplois, le nombre de déterminants. Il y a une récurrence aussi des symptômes d'abus de substances et que nos symptômes n'ont pas été gérés de manière efficace. Et je veux mentionner aussi, je suis reconnaissante aux prestataires des de services dans l'hôpital. Je reconnais qu'une partie, pourquoi on nous a donné le plan pour le soin dans la communauté, un plan de sortie et je pense que je vais mentionner peut-être plus tard et c'est à cause de la pandémie et de détails économiques. Et j'attends avec impatience de détailler d'autres soins au niveau des urgences et les médecins et aussi pour les personnes qui ont été hospitalisées pendant la COVID. Merci, Lisha. Les détails de votre expression ont beaucoup d'impact et votre chemin, parcours souligne la crise au Canada. Et dans plusieurs du cas, les mesures pour combattre la COVID-19 peuvent empirer les soins pour les abus de substances. Je vais vous poser plusieurs de choses aussi, mais je vais aller parler à Tracy maintenant. Tracy, qu'est-ce que ça a été pour voir cette analyse et de voir de près cet enjeu? La santé mentale et l'abus de substances, c'est un domaine qui évolue, ça fait 4 ans, et de manière très intense et à travers certains travaux avec le gouvernement fédéral et aussi les gouvernements provinciaux et aussi les Canadiens, on a identifié il y a 6 indicateurs que l'abus de substances a été ça, c'était un domaine où le gouvernement fédéral, les provinces et les Canadiens ont dit, nous avons plus de données, nous voulons plus de traçage. Et la COVID a frappé. La COVID-19 a frappé à ces tables fédérales et aussi aux discussions provinciales. On a entendu que les gens ont été préoccupés par les conséquences inattendues de la COVID de façon générale et l'abus de substances est devenu un paquet du travail qu'on a fait. Alors, quand vous regardez les données, quand vous avez vu qu'est-ce qui s'est passé les 6 mois de 2020, est-ce qu'il y a quelque chose qui vous a surpris dans les résultats? Oh, je pense, comme Lisha l'a indiqué, ça, on a regardé les premiers 6 mois de la pandémie, avril jusqu'à septembre 2020, comparativement à ce qui s'est passé en 2019. Et qu'est-ce qu'on a regardé de près? L'hospitalisation, les visites aux urgences pour les substances comme l'alcool, l'opioïde et le cannabis. Et c'est un domaine complexe parce que ce qui change avec l'opioïde ou l'alcool peut être différent. Et comme, dépendamment de la substance, vous pouvez voir des parcours différents. Ce qu'on a vu en général, et pas nécessairement surprenant, mais c'est seulement 6 mois de données. Il faut qu'on continue de surveiller pour que les territoires et les provinces comprennent comment est-ce qu'on peut les changer, les prestations de services et les politiques. Alors, quand on a vu les hospitalisations en général, comme vous l'avez indiqué dans le sondage, les hospitalisants ont augmenté pour les méfaits, pour tous ces substances. On a eu un parcours différent avec les visites aux urgences, comme vous l'avez dit. L'alcool pousse, bien sûr, les urgences et le manque d'accès. Et le manque d'accès pour les jeunes
ont eu accès sur ces visites. Et ce qu'on a vu durant la pandémie, une augmentation des décès à l'hôpital et aussi dans la communauté. Plus dans la communauté, ceux dans les communautés, mais il y a une augmentation, 82% d'augmente de décès à cause du poison de substances comparativement à l'année d'avant. Et on a vu aussi de manière intéressante, plus de Canadiens utilisent l'impact. L'impact a été disproportionné pour les hommes et aussi dans des quartiers à revenus faibles. Voilà, c'est un aperçu de ce qu'on a remarqué. Et qu'est-ce que vous espérez les décideurs vont faire avec cette information? Nous sommes à une crise duale. Nous avons la toxicité opioïde, nous avons la pandémie en même temps. Ce que nous voulons faire, c'est de vouloir continuer à fournir de l'information bonne pour les services qu'on peut surveiller. Nous avons de l'information pour la communauté. On utilise l'hospitalisation et les données d'urgence comme indicateur de ce qui n'est pas disponible dans la communauté. Si ces chiffres continuent d'augmenter, comme Michel l'a indiqué, les services qui ont été interrompus, vraiment, il faut les regarder de près pour voir comment est-ce qu'on peut les changer et de travailler, où est-ce qu'il faut augmenter les services là où ils sont déjà. Matthew, je vais vous poser la question. Qu'est-ce que nous avons appris de l'impact de la pandémie sur les personnes qui vivent avec des troubles de substances, consommation de substances? Je pense qu'un des défis que nous avons, c'est que ce que nous voyons, c'est la conversion de plusieurs facteurs. Une des choses qu'on a vu initialement, et nous avons vu qu'il y avait l'approvisionnement non régulé des drogues a été impacté initialement et de manière très imprévisible, de façon différente dans le pays. Nous avons toujours vu que le fentanyl était là. C'est que les gens, quand ils ne savent pas qu'est-ce qu'ils sont en train de consommer et combien ils sont en train de... C'est défiant pour eux de l'utiliser d'une façon qui va minimiser les risques pour eux et pour les autres qui utilisent les substances. Alors, quand la COVID a frappé, plusieurs les frontières ont été fermées, ça a créé en fait un changement, un grand changement dans le marché. Il y a des personnes qui rapportaient qu'ils se fiaient qui ne sont pas disponibles, d'autres qui ont dit qu'ils sont plus chers, d'autres qui ont dit qu'ils sont tout aussi chers, mais elles étaient contaminées avec des fois des ingrédients actifs ou inactifs. Donc, ça a causé un chaos dans la chaîne d'approvisionnement des drogues. Et en combinaison avec ça, vous avez des gens qui sont plus isolés. Et que Dr. Gabriel Maté parlait des opposés. L'opposé de la toxicomanie, c'est la déconnexion. Alors, quand vous êtes déconnecté des soutiens de leur réseau, ça fait que ce soit difficile et plus défiant pour les gens qui s'essayent de devenir abstinents. C'est difficile pour eux de maintenir l'abstinence et aussi pour d'autres personnes qui utilisent activement parce que les autres informations qu'on fournit, les gens qui utilisent les drogues ne l'utilisent pas seuls, mais c'est contradictoire. Et c'est important de ne pas être isolé, mais c'est important de ne pas utiliser tout seul. Nous avons en fait plusieurs facteurs qui en fait qu'on voit dans la dernière, ce que je vais, au moins initialement dans la crise, on a vu la réduction de la disponibilité des traitements, hein, mais aussi des services de réduction des méfaits. Je sais que certains partenaires, essentiellement pour les sites de consommation, peuvent programmer des rendez-vous. Les gens qui comprennent cette intervention comprennent que ce n'est pas vraiment une solution viable, durable pour fournir une consommation supervisée, des activités d'intervention. Donc, je pense que c'est beaucoup d'accumulation de facteurs qui ont résulté dans le fait que
une augmentation terrible dans les méfaits parmi plusieurs des populations marginalisées. Merci pour ça. Je vais vous poser la question, Mathieu, aussi pour les jeunes et l'alcool. Une des rapports qui a été trouvé, surtout l'alcool les méfaits liés à l'alcool. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu qu'est-ce qui se passe avec la pandémie pour les jeunes? Et si je peux vous parler de ça, quand on parle des utilisations des substances, on parle de toxicomanie, de troubles, mais il y a plein de personnes qui utilisent des substances et pour on voit aussi une diminution de la pandémie dans les visites d'urgence parmi les jeunes. Oui, parce que la plupart de ces visites seraient aux blessures, à d'autres niveaux d'intoxication qui sont associés à la surconsommation d'alcool. On le voit et c'est un résultat à cause de la clôture des clubs et des bars, des boîtes de nuit et des bars. C'est quelque chose qu'il faut regarder si on veut diminuer les méfaits parmi ces populations. Et Tracy, on parle aussi, on a une augmentation dans l'hospitalisation pour les gens qui cherchent un traitement pour des comportements, des troubles de comportement. On voit cette tendance dans la littérature et on voit initialement que la consommation a augmenté chez le consommateur initialement et c'est un plateau maintenant, mais nous voyons de manière notable des personnes qui augmentation des méfaits pour les gens qui ont des problèmes de toxicomanie à l'alcool. Et Tracy, on a parlé, ces chiffres sont liés à une capacité à avoir des traitements communautaires avant l'arrivée à l'hôpital. Et c'est quelque chose pour tout dirigeant et des analystes des systèmes. On peut penser que c'est vraiment très dispendieux de traiter les gens et à travers les urgences, les hôpitaux, et quand nous savons que les traitements communautaires sont plus efficaces pour le coup à travailler avec les personnes qui cherchent de l'aide pour ce type de défi. Merci, Lisha. J'aimerais voir votre perspective concernant votre travail avec CAPSA. Est-ce que vous pouvez nous dire comment est-ce que les gens qui ont des troubles de consommation sont en train de gérer? Écoutez, ça aurait été difficile pour moi de parler de manière générale. On a toujours mentionné qu'il y a toujours une forme de soins pour la toxicomanie aux substances. Je sais que les membres de CAPSA ont accès aux réunions pair avec des environnements, des espaces où il n'y a pas de stigmatisation pour les personnes et les alliés. Et ça, c'est un mécanisme. C'est aussi très important aussi il y a d'autres formes de soutien entre pairs. Il est très important de gérer les troubles liés à la toxicomanie aux substances, avec des problèmes de traitement qui impliquent des médecins et ceux qui n'impliquent pas des médecins. Il est très important de comprendre aussi les contributeurs additionnels qui se passent durant la COVID et une augmentation, par exemple, de la violence entre partenaires, l'augmentation du stress et des préoccupations économiques. Alors, de maintenir un niveau, la première portion de la toxicomanie, c'est la phase de stabilisation pour nous assurer que nous sommes dans une relation saine et de voir la santé en général. Et une des choses que CAPSA veut faire, c'est on utilise c'est la santé substance, de consommation de substances. Plusieurs personnes utilisent des substances et pour améliorer leur santé, une des choses que les gens peuvent faire pour
pour gérer la situation et ils ne vont pas nécessairement attendre jusqu'à ce qu'il y ait un événement de toxicité aux substances ou bien une destruction. Et c'est de discuter nos relations avec les substances. C'est très important. J'apprécie ça. Merci. Je pense que vous rentrez vraiment de comment est-ce que le système peut soutenir les personnes qui utilisent des drogues. Matthew, Tracy, Olish, est-ce qu'il y a des pensées particulières? Comment est-ce que le système peut soutenir les personnes à ce moment-ci? Peut-être je vais continuer parce que j'ai ma caméra. Je pense qu'il y a une spécialité, société, l'association des médecins urgentistes. Ils ont divulgué une déclaration pour les personnes. Et ce sont des lignes directrices basées sur des preuves qui parlent de l'importance de médecins urgentistes comme une composante critique dans ce système de soins. Nous savons que des données américaines, c'est estimé que la moitié des hospitalisations ont contribué au départ des personnes qui ont utilisé des substances. Nous savons que les soins à l'hôpital, ça fait partie des soins de soins pour les substances. Et Mathieu a dit c'est pas la forme la plus efficace de point de vue coût. Et pour répondre à votre question spécifique, ce que nous voulons avoir, c'est l'utilisation de substances. C'est une maladie qui est traitée comme une autre. Moi, personnellement, je ne sais pas une maladie où une personne ne répond pas au traitement. Normalement, si la personne qui ne répond pas au traitement, le traitement est changé, le traitement a augmenté et le trouble des substances, quand il n'y a pas de réponse au traitement, la personne, dans mon cas, n'était pas capable d'avoir accès au traitement, alors nous avons une conséquence de symptômes qui n'ont pas géré et à cause de l'approvisionnement toxique. C'est pour ça que j'étais à toxicité et pourquoi je suis hospitalier. Très important pour les médecins urgentistes de reconnaître, de trouver, ça fait partie des directrices pour déterminer pour les médecins urgentistes pour dire oui, cette personne est clairement ne répond pas à leur traitement actuel. Il faut en augmenter le traitement. La pratique, la position parle aussi de l'importance de fournir des zones avec de formation de réduction des méfaits. Et ça fait pour les présents qui présentent avec la personne, avec l'hospitalisation. Vous allez l'accent à une des deux personnes. Et je pense que c'est très important parce que quand vous êtes en train de libérer des personnes sans soins, un plan de soins, comme moi-même, qui se sont présentés parce qu'ils ont utilisé une substance intoxiquée à cause du problème d'approvisionnement, qu'ils vont continuer à utiliser. En fait, j'ai demandé 2 fois et 2 de ces pour naloxone et on m'a dit que par une infirmière qui n'ont pas ce type, rien que de cela. Donc, nous voulons nous assurer que les hôpitaux vont fournir le naloxone et aussi les urgentistes doivent parler de fournir des doses de ciboxylométhadone et ça donne des logistiques autour de ça. Et ma partie préférée, c'est que ça part de la responsabilisation des médecins urgentistes pour assurer qu'il y a un plan de soins communautaires que la personne, quand elle sort de l'hôpital, elle va être suivie. Je pense que nous avons une opportunité extraordinaire pour regarder une personne qui est présentée pour les soins à l'hôpital pour des problèmes de substance, pour se dire est-ce que cette personne répond ou il y a un traitement qui doit augmenter et connectant quelqu'un qu'il ne soit pas libéré son soutien. Et je le dis dans mon vécu, dans mon expérience, c'est une situation très difficile de naviguer parce que moi, je suis une femme. Si je vais appeler la clinique de gestion
Si je suis une femme, on me dit 10 jours. Et si je suis un homme, 7 jours. C'est pas raisonnable qu'on veut. Clairement, il y a un taux de fatalité pour les personnes utilisation d'opioïdes et à cause de l'approvisionnement. Et donc, une personne qui utilise la cocaïne peut aussi peut prendre de fentanyl. Désolé pour la longue réponse. Merci, c'est fantastique. Mathieu, je vous ai entendu parler des étapes de changement. Peut-être vous n'osez le dire quelque chose par rapport à ça, parce que je pense, ça va dans le commentaire de Lisha concernant, le commentaire. Oui, oui, je pense que il y a eu un mouvement la dernière décade pour utiliser, alors pour toute maladie, il y a une progression, hein, mais dans une toxicomanie, ça peut être cyclique. Il y a un mouvement de va-et-vient avec des étapes. Certainement, il y a certaines personnes qui sont dans l'étape pré-contemplative, ils ne cherchent pas le changement. Et de plusieurs façons, nous devons rencontrer ces gens là où ils sont, à mi-chemin, et les aider. Et c'est là où la stratégie de réduction des méfaits se présente. Une partie du changement, c'est l'étape contemplative, où c'est quelqu'un qui est ouvert à aller chercher le traitement. Et pour ces personnes, nous devons avoir la capacité d'être capable de les rencontrer à mi-chemin et de leur fournir ce dont ils ont besoin et quand ils cherchent. Alors peut-être ça devrait dire quand ils sont en train de le chercher, parce que quand ils le cherchent, alors on va l'offrir à quelqu'un qui ne voit pas. Les gens ne vont pas d'utiliser les services qui leur sont disponibles, s'ils transitionnent. Évidemment, vous avez les personnes qui sont dans une phase de maintenance et qui s'engagent dans l'abstinence avec de niveaux très peu et qui peuvent être en danger de rechute. Donc, il faut avoir des services pour ces personnes qui peuvent rechuter et pour les aider. Les soutiens entre pairs, les réseaux avec des soutiens continus qui sont dans une phase de maintenance, dans cette phase. Et après, vous avez aussi, je pense que ça encapsule, il y a plusieurs types de services qu'on va fournir à plusieurs personnes durant leur parcours. Paul, allez-y, Tracy. Je dirais, nous avons une façon différente ce que nous de dire, mais c'est quoi ce type de cette information qu'on a dit? Il y a une couple de choses que j'entends. J'entends que l'éducation et la déstigmatisation de la santé mentale est très importante. Lisha, on a parlé de la perspective de la déclaration des urgentistes. Les données que nous avons montrent une variation. Tous les hôpitaux, si vous voyez les proportions, comment ils ont augmenté, c'est différent à travers la province. Certaines provinces étaient neutres, d'autres provinces ont été jusqu'à 23% d'augmentation en hospitalisation. Ça, probablement, ça parle du degré d'utilisation des patterns des substances disponibles et ça parle aussi des programmes qui sont pas seulement ce qui se passe pendant la pandémie, mais aussi ce qui se passe tous les jours régulièrement. Donc, allons en détail dans ces chiffres est très important. Et quand on entend l'histoire à travers la province, aide à comprendre comment est-ce que ces programmes sont efficaces ou pas efficaces. Mais cette variation qu'on voit, on le voit à plusieurs indicateurs et c'est la première indication que vous devez voir plus précisément ce qui se passe sur le terrain. Merci, Matthew. Il y a quelque chose que vous voulez ajouter au commentaire de Tracy avant que je n'avance? Oui, c'est ce que Tracy a dit, parce que quand on voit les données des hôpitaux, c'est un peu
Nous savons à CSA, nous avons un groupe de travail qui essaye essaye de compter et d'évaluer combien de personnes on a accès à des traitements communautaires. Mais pour les personnes qui sont familières avec cet espace, c'est pas seulement au niveau provincial, mais aussi il y a aussi des cliniques privées et il y a des prestataires de services différents qui fournissent des services euh, pour les services, les patients, euh, c'est très défiant pour compter et pour mesurer. Et quand on va, l'hospitalisation qui augmente, des fois, il est très difficile nécessairement de dire est-ce que c'est dû aux différents de services disponibles ou c'est beaucoup plus un indicateur épidémiologique qui représente les méfaits dans la communauté. Alors, je pense qu'on peut dire avec certitude, d'après les livres qu'on a vus, certainement partiellement une augmentation des méfaits parce qu'on le voit dans d'autres sources de données. On la voit dans les données euh, pour le marché des drogues non régulées avec les contaminants, on voit les données des décès qui sont fournis et aussi certainement une portion est là, mais exactement comme Tracy l'a dit, quand il y a une variation d'une province à une autre, combien de ça est augmenté ou par des lockdowns ou pas d'investissement dans ces communautés ou des services, ça devient très difficile à comprendre ce qui se passe. Je dirais aussi dire, Paul, c'est très important d'entendre ce que CAPSIS les recommandations autour des plans de libération. On fait le travail de différence pour toutes avec un plan de sortie quand la personne sort des urgences avec un plan de suivi. Il était tout aussi important. Il faut qu'on fasse l'emphase surtout, quelle que soit la maladie qu'ils ont et pour tout le monde. Ce qu'on est en train d'entendre alors, nous n'avons pas assez d'informations. Toute l'information concerne le service dans la communauté. On ne connaît pas assez pour ce qui se passe avec la population avant qu'ils arrivent à l'hôpital. Mais aussi, à cause de la COVID, c'est plusieurs de ces services où ont été enlevés à cause de la COVID et c'est une tempête de méfaits pour les personnes qui vivent avec des troubles d'utilisation de substances. Lisha, de votre travail et de votre recherche avec d'autres organisations, quelle autre information vous pensez que nous devrions avoir pour mieux comprendre, pour mieux servir la population? Je pense qu'il est très important de soutenir les gens quand ils veulent avoir accès les soins. Mathieu en a parlé. Une personne au point d'accès aux soins peut-être ne pas l'abstinence comme un objectif. Peut-être ça peut devenir, mais c'est pas nécessairement. Je pense que tous les prestataires de services doivent utiliser le modèle de réduction des méfaits et qu'il n'y a personne à qui on renie le traitement et les choix disponibles comme avec d'autres conditions, d'autres maladies. Alors, je pense il faut qu'on reconnaître que ça a été réitéré plus tôt très, très bien, que c'est un trouble et qu'une une personne avec une maladie ne reçoit pas un plan de sortie. Alors, pourquoi les troubles de substance avec des services qui disent aux personnes, allez, je ne suis pas capable d'aller à un sort de traitement en patient jusqu'à ce que j'ai fait le plan de détoxication. Donc, on me refuse l'accès aux soins parce que je ne sais pas comment je vais aller mieux parce que je vais pas mieux. Et ça fait plus d'hospitalisation de personnes
qui essayent de gérer leurs symptômes de troubles de substance avec d'autres maladies, peut-être qu'ils ont, et de naviguer le système, avoir accès aux soins quand c'est disponible. Donc, vous pouvez voir ce que je suis en train de vous dire. Il est très important qu'on soutienne les gens à naviguer les systèmes de soins et avoir accès aux services. Et je pense qu'il serait aussi bien, c'est quand on regarde l'étendue avec les objectifs, leurs objectifs personnels. On voit, par exemple, les problèmes de recherche avec des échantillons de toxicologie pour les personnes qui viennent à l'hôpital, mais ce serait intéressant de voir comment est-ce qu'une personne est soutenue pour réaliser leurs objectifs qu'ils identifient eux-mêmes. Et ce serait super aussi pour cette pratique de voir c'est quoi la collecte des données et pour voir dans quelle mesure cette déclaration. Est-ce que nous savons assez pour nous avons une spotisation? Est-ce que nous avons assez de données sur leur expérience à l'hôpital? Et c'est pour les soutiens qu'ils avaient eu, le soutien qu'ils ont au niveau pan-canadien, c'est au niveau pan-canadien. Nous avons oui, nous avons ces données, on peut les avoir, on peut on peut diviser ces données par réseau pour l'admission. S'ils ont un problème, un programme de sortie de l'hôpital, on peut lier ces données à la visite de la personne précédente, les visites précédentes. Merci, Tracy. Est-ce que je peux ajouter? Oui. Des fois, quand on parle d'une pandémie, c'est pas, il y a des fois quand les choses telles peuvent perturber comment on a fait dans le passé. Elles peuvent créer des conditions où il peut y avoir peut-être des choses qui émergent. Une des choses, pendant très longtemps, on fait des investigations sur des stratégies de réduction des méfaits. Une, une des stratégies c'est les services de vérification des drogues. C'est là au service où les personnes qui utilisent des drogues, ils peuvent prendre la drogue, ils peuvent le donner à une personne qui va regarder le contenu de la drogue et dire à la personne. Et ça, c'est quelque chose que Santé Canada a investi des fonds pour essayer de piloter ces projets. C'est beaucoup de travail dans cette inversion. L'autre chose aussi qui ressort et qui est prometteuse, c'est la rangée de ce qu'on référait comme l'approvisionnement sécuritaire. Il y a une rangée de ces interventions. Et vous savez, on regarde quelle serait la meilleure façon que ça va être livré. Et c'est prometteur, parce que comme nous savons, on le sait depuis des décades, des prédicateurs, les prévisions, c'est la prédictibilité de ce que les gens mettent dans leur corps. Et c'est quelque chose qu'on peut contrôler. C'est quelque chose qu'on peut avoir. On peut réduire beaucoup de méfaits si on est capable de fournir aux gens un approvisionnement sécuritaire au lieu qu'il aille dans le marché illégal et de prendre des chances pour se procurer ce dont ils ont besoin dans les rues. Écoutez, il y a beaucoup de méfaits, de groupes de personnes qui utilisent, et je ne veux pas diminuer, mais il y a des fois, ce type des instances peuvent fournir des opportunités pour de nouvelles façons, de nouvelles politiques, de nouvelles interventions. Et je pense que ce sont deux exemples que je voulais souligner. Merci, Tracy. Je dirais Paul aussi, quand on parle de ça, le soin virtuel a eu une ressurgence. Il y a une prise, une élevée, et si c'est approprié de l'utiliser, mais c'est une opportunité, comme Mathieu l'a dit, concernant
comme changer, penser aux soins de manière différente. C'est un point excellent. J'ai entendu parler d'un programme il n'y a pas très longtemps à Vancouver, dans le centre-ville. Et c'est une clinique mobile qui venait. C'était une clinique virtuelle, mais ils reconnaissent que pas tout le monde peut avoir un téléphone ou avec une vidéo. Donc, ils ont eu une caravane qui était en train de fournir du soin virtuel à travers une clinique mobile. Et il y a des exemples aussi de programmes, d'activités, mais peut-être pas disponibles dans toutes les parties du projet. Et à Kayla, on est en train de regarder à définir les soins virtuels, définir des façons comment on peut mesurer l'expérience des patients, particulièrement durant la pandémie. Il y a plusieurs de santé mentale. Une des choses qu'on regarde maintenant, on est en train de regarder les temps d'attente pour les counselors et les indicateurs. Nous avons avant la pandémie, les données avant la pandémie. Il faut voir ces indicateurs pendant la pandémie parce qu'on avait une crise une augmentation des soins virtuels. Alors, est-ce que certains des défis, est-ce qu'on va moins d'attente pour le counseling? C'est lié à ce qui peut arriver dans le futur concernant les soins. C'est un point excellent et je pense, quand on regarde les données dans tous ces domaines à travers la pandémie, ce serait parce que nous savons pour les méfaits en général, la première vague, la deuxième vague, la troisième vague sont différents. Donc, peut-être on peut regarder certaines de données en 2020 s'il y avait eu la longueur de la pandémie et comment est-ce que la pandémie a affecté la population. Si ça sort aussi dans beaucoup d'opportunités pour plus de travail, pas seulement de carrière, mais à travers le partenariat et de collaboration comme CCSA. En parlant de ça, Matthew, j'entends cette information et de votre expérience. Qu'est-ce que vous espérez que CSA va faire avec une information comme celle-là? Écoutez, ce type d'information est très, très important. Pour tout ce que nous faisons, certainement, on va utiliser cette information, on va l'incorporer de certaines de modélisation économique qu'on évalue et aussi de pointer du doigt aussi les lacunes. Et je pense que ça souligne l'importance de se sentir mieux pour. Ce sera, mais ça, ce sont très importants. Le travail continue de réduire la stigmatisation parmi les gens qui utilisent les drogues. Je pense que nous voyons ce qui a été décrit de l'ISHA aussi. Comment est-ce que les soins pour les soins pour les personnes qui utilisent est différent des soins par rapport à d'autres maladies. Donc, il y a beaucoup de changements au niveau de la santé mentale, mais il faut, l'utilisation des substances à la traîne, de s'être au courant de ça et d'avancer sur ça. C'est ce que la CSA a travaillé beaucoup dessus. Je vais m'arrêter là, je pense. Lisha, votre travail à CAPSA, vous êtes beaucoup focalisé au niveau individuel, mais comment est-ce que les statistiques et les chiffres nationaux vous aident dans votre travail? Comment est-ce que vous pouvez utiliser cette information à CAPSA? Certainement, bien sûr, les données épidémiologiques vont situer et de fournir un certain degré de contexte, de l'importance d'augmentation de la santé et d'avoir un système de soins pour les de toxicomanie pour les substances équitable. Et de la perspective de CAPSA, ce dont on a besoin,
la déclaration des urgentistes, c'est que les départements d'urgence et de fournir les traitements qui sont centrés sur le patient, non stigmatisant, centré sur le patient. Et il y a aussi différentes formations de formation des services et des degrés de besoin d'information pour modifier notre édiction, la connaissance du produit aussi en accordance. Donc, on veut aller avec ça. Et de reconnaître aussi que les soins à l'hôpital et à d'augmenter et de soutenir les départements d'urgence pour s'assurer que les soins fournis et sécuritaires et compassion, et avec compassion. On n'a pas beaucoup de temps qui nous reste. Je rappelle aux membres de l'OCDE, s'il y a des questions, si vous pouvez poser à nos panélistes, vous pouvez les mettre dans la boîte de clavardage, dans le chat. On a tendance à... Est-ce qu'il y a des commentaires finaux de nos panélistes concernant les discussions que nous avons eues aujourd'hui, ou où est-ce que tout ça peut nous amener? Tracy, allez-y, je vous redemande. Paul, je dirais que la santé mentale et l'utilisation des substances, consommation des substances est un domaine très important pour nous. On travaille sur des indicateurs qui vont nous aider à comprendre l'histoire concernant ces maladies, que ce soit des soins de santé mentale, la toxicomanie ou une maladie duale et comment on peut fournir le service. On travaille avec CAIHI aussi pour l'expérience des patients avec des mesures et certains des indicateurs qu'on veut faire peuvent avoir des mesures de l'expérience parce que tout le monde a identifié les normes de soins virtuels parce que ça impacte sur les soins, surtout pour les soins de santé mentale, les soins pour toxicomanie, l'équité, de ne pas discriminer et de traiter les gens de manière égale. On travaille sur des normes de race et aussi des normes de genre, de regarder les données de cette perspective et de comprendre où ce qui les stigmas se passent au Canada. Mathieu, quelque chose à ajouter comme pensée finale? Je pense que c'était un comédien qui disait que ce qui m'est resté, et je le dis, c'est qu'il a dit, je n'ai jamais un problème de drogue, j'ai un problème de réalité. La drogue, c'était une solution. Et c'est dans ça dont je parle, parce que ça nous permet de réfléchir à la compassion. Parce que quand vous réfléchissez à tout ça, les gens qui utilisent des substances le font parce que c'est rationnel pour eux de faire ça. Et il y a des temps, la personne peut être en douleur, il souffre, peut perdre l'histoire de traumatisme, de cadrer qu'il y a un problème d'un enjeu et ça n'aide pas et c'est pas vrai. Je me rappelle toujours de cette citation que c'est la réalité qui est le problème et les drogues sont une solution de court terme et pas une solution. Mais je veux finir avec ça. Merci. Nous avons une question qui vient de Paul Lisha. Lisha qui a demandé où est-ce qu'on peut avoir accès pour combattre la stigmatisation et où est-ce que vous pensez? Vous pouvez aller à capsat.ca, il y a une page de ressources. Certaines de ces ressources, des fois un peu anciennes, mais en tant qu'organisation, peut en modifier, informer. Alors, sentez-vous libre de m'envoyer un courriel. Je peux mettre mon courriel dans la boîte de chat. Il est très important pour les analyses de données d'avoir, je pose d'abord, si vous étiez de recherche
dans la communauté parce que vous aurez plus d'indicateurs qui ont été formulés. Mais dans le cas où vous n'êtes pas en train de conduire ce film, il y a des niveaux systémiques de stigmatisation. Et même moi-même, en tant que personne, en tant que chercheur et aussi j'utilise des termes stigmatisants. Nous avons de l'information que nous avons. Vous avez, vous avez entendu parler du fardeau de l'abus de substance, de la toxicomanie. Alors c'est accepté, ce qui est acceptable peut être stigmatisant. C'est aussi très important et toujours dans notre formation, on parle de la cognicité, les symptômes et le besoin alors d'une gestion des substances de manière continue. Un besoin continu pour une gestion de ces symptômes et bien sûr le besoin continu pour avoir accès aux soins pour la toxicomanie. Et il faut avoir dans le système et le terme, le vécu. Ce qu'on essaie d'encourager, c'est d'utiliser l'expérience. Ça peut supposer que quelqu'un a été, mais pour 5 ans, que maintenant, il y a une responsabilité pour eux de ne jamais avoir une rechute. Et c'est pas réaliste. Étant donné le désir, je ne veux pas prendre beaucoup de temps, mais on peut parler plus. Je ne sais pas si je peux répondre à votre question. Peut-être que, et je vois aussi que, ultimement, je pense que c'est très important pour les analystes de données. Moi, on ne veut pas continuer à perpétrer la stigmatisation systématique et nous voulons aussi nous assurer que vous travaillez vers une recherche qui implique, qui reçoive pour votre audience. Mathieu, vous voulez répondre à la question pour la santé? Allez-y, Lisa, vous avez fait de travail. Pour la traduction, je vais le dire la traduction. Les gens observaient qu'on ne peut pas parler de la santé autochtone. Je me pose la question si Alicia et Mathieu peuvent parler des déterminants de santé sociaux et de l'équité et comment ils affectent la perspective de santé autochtone à travers la pandémie. C'est une très, très bonne question. Je ne représente une organisation autochtone. Je ne suis pas autochtone et je veux vous encourager à voir une vidéo, un enregistrement pour un événement des Nations Unies et dans cet enregistrement, durant son enregistrement, la personne parle des déterminants et je vous encourage mais ce que je veux partager de cette conversation, c'est qu'il y a eu d'utiliser des méthodes traditionnelles, sont des programmes et surtout la nation Anishinaabe qui ont été prises et l'importance des interventions informées culturellement et des personnes avec des troubles de toxicomanie qui ont été invitées dans la communauté et avec un réengagement dans la communauté. Il y a eu beaucoup de positifs, des réponses positives et des réponses à l'utilisation des substances et une augmentation de la santé dans les communautés. J'apprécie la pression. Je ne veux pas, je ne sais pas, Tracy, si vous voulez ajouter quelque chose à ça. De la perspective, vous l'avez dit très bien, c'est que probablement certains des meilleurs endroits pour aller chercher l'information sont des Canadiens autochtones parce qu'ils peuvent parler directement de leur expérience à Kaiha.
On bâtit on veut rapporter les sujets de façon très respectueuse. Pour l'instant, on n'a pas fait à l'utilisation des substances. Merci, Tracy. On n'a plus le temps. Mathieu, il y avait une question. Peut-être je vais vous passer la parole, peut-être une réponse. Ça te pose la question concernant la lacune entre la connaissance et la pratique. C'est une question très importante, mais je sais qu'on n'a pas le temps. Lisha a mis son adresse courriel. On va partager la question et on va te lui demander. Alors, pour finir, je dirais merci à nos panélistes, Lisha, Mathieu. On apprécie que vous ayez pris le temps. On vous remercie, les filles, d'avoir été assez confortable de partager votre confiance. C'est très important à entendre. Merci à tous les membres de l'audience et merci aussi à l'équipe de... nous avons une formulaire d'évaluation qu'on va partager avec vous parce que nous voulons que ces webinaires soient informatifs. Merci tous et toutes et je vous souhaite un après-midi en santé. Merci.